Parce que je sais que c'est filmé, donc j'en profite. Je voudrais remercier les trois compositeurs que vous voyez à l'affiche, puisque tous les trois m'ont fourni des documents, je les ai contactés, ils m'ont très gentiment fourni plein de choses, ils ont partagé cette information sur internet, peut-être que vous êtes là grâce à ça d'ailleurs. Donc en tout cas, merci à eux, merci à Nicolas, Boris Dessner et Caroline Chiot. Donc tout d'abord, je voudrais parler un peu, puisque là on parle de gens qui sont entre guillemets des nouveaux minimalistes et de musique post-minimaliste. On pourrait d'abord faire un tout petit point rapide sur qu'est-ce que le minimalisme dans le fond. Le minimalisme avant tout c'est un grand courant d'art qui est né dans le New York des années 50-60, fin des années 50, début des années 60, et qui est avant tout lié aux arts plastiques. Vous voyez à l'image une grande toile de Sol Levitt, qui est un grand plasticien, un des plus grands plasticiens de ce courant. On pourrait citer le sculpteur Richard Serra notamment. Et en fait, c'est cette esthétique de la raréfaction. On pense aussi aux structures avec des néons de Dan Flavin, assez fantomatiques comme ça. Et cette raréfaction du matériau, elle va parler vraiment aux compositeurs de cette époque-là, aux gens qui ont 25-30 ans, justement à cette époque-là, fin des années 50, début des années 60. Parce qu'en fait, pour un compositeur américain, à l'époque, on n'a pas beaucoup de solutions musicalement. Le dogme qu'on apprend au conservatoire, c'est la grande avant-garde des Boulez des années 50, de Stockhausen, etc., dans leur période en plus les plus radicales et les plus âpres, on va dire ça comme ça. Donc en fait, pour un jeune compositeur, on a le choix entre écrire une sorte de néo-Boulez des années 50, ou se transformer comme Aaron Copland ou Barber, sans enlever quoi que ce soit à la magie et au génie de ces compositeurs, vraiment un compositeur européen avec un peu de musique country à l'intérieur. Et ce minimalisme, ça va leur servir de tremplin en fait, vers une certaine modernité, vers une nouvelle voie à la modernité. Et en musique, en quoi ça va consister ? Et bien, ça va consister en deux éléments très simples. C'est la répétition d'une pulsation marquée, puisqu'en fait, dans les œuvres notamment de Pierre Boulez, si je pense aux structures pour deux pianos, qui sont des pièces très complexes et très ardues, on ne perçoit plus du tout la sensation du temps comme ça, qu'on a en pop par exemple, avec une pulsation, un battement perceptible qu'on entend et qu'on peut percevoir. Et le grand retour, ce sera le retour de la tonalité. La tonalité, vraiment cette notion de consonance, de choses qui sonnent bien, entre guillemets. Et ces deux éléments vont être vraiment des marqueurs. Certains compositeurs, et notamment le plus grand, Steve Reich, considère ça vraiment avec une posture presque réactionnaire. Il dit qu'on n'a pas fait avancer quelque chose, mais qu'on est vraiment revenu à quelque chose d'autre. La tonalité, c'est la manière dont on fait de la musique depuis Bach jusqu'à la musique ancienne, jusqu'à pas si longtemps que ça. Mais au final, je pense qu'il faut faire ça d'une autre manière. C'est comme si on avait une très grande maison avec un grand jardin et que dans le bout du jardin, il y avait un tout petit coin qu'on n'avait jamais exploré. Et c'est vraiment ça le minimalisme, c'est de voir des choses qu'on a déjà vues, qu'on connaît déjà, mais sous un autre angle, sous un autre œil. Une autre voie à la modernité en fait. Avec ces trois grands compositeurs, c'est vraiment les têtes d'affiche et non pas, je ne parle pas de préhistoire du mouvement, c'est-à-dire que je pourrais parler en tant que père fondateur du minimalisme de gens comme Thierry Riley, Lamonte Young, etc., même Morton Feldman. Mais comme on pourrait dire que par exemple dans la musique du 19e, on pourrait dire que le premier qui a mis, par exemple ce que Liszt a fait en composition, c'est Wagner. Eh bien, ce que les préhistoriques vraiment du minimalisme ont fait, les vrais compositeurs qui ont vraiment écrit de grandes œuvres ce sont Steve Reich, Phil Glass et John Adams. Pour faire très, très court, la musique de Steve Reich, justement, c'est cette pulsation qui ne s'arrête jamais. Ce sont des couleurs dans les harmonies, dans les accords, quelque chose d'inouï comme ça, et d'assez dense, assez complexe, assez ténu. Phil Glass, c'est le contraire, c'est une sorte de sensualité dans la simplicité quelque part, avec ses boucles, ses arabesques, et quelque chose qui est toujours très simple d'aspect, et qui au final est beaucoup plus complexe quand on creuse un peu. Et John Adams, lui, il est beaucoup plus... il n'est pas de la même génération exactement. Il a 10 ans de moins que Reich, il est en 36, Glass en 37 et Adams en 47.
Et Adams, lui, il mélange la luxuriance, l'orchestre des post-romantiques allemands, type Mahler, Bruckner, avec justement les principes de Reich et de Glass. Donc c'est vraiment une sorte déjà de synthèse. Si quelque part ce serait la musique de Reich et la musique de Glass avec la luxuriance en plus. Je tenais à faire une petite introduction pour remettre quelques points avec aussi une deuxième génération de minimalistes, alors qui eux sont très peu connus en France, parce que vraiment très peu joués. Je crois que j'ai dû voir, depuis que je m'intéresse à cette musique, j'ai dû voir un concert avec Michael Gordon par exemple, de présenter à Paris, c'est vraiment très très rare. Ce sont des compositeurs qui sont beaucoup joués aux États-Unis. C'est des gens qui sont nés aux alentours des années 50, donc David Lang, Michael Gordon et Julia Wolf. Ils sont tous les trois fondateurs d'un ensemble assez particulier qui s'appelle le Bang on a Can. Bang on a Can, c'est un ensemble de musique spécialisée qui joue de la musique contemporaine, comme l'ensemble intercontemporain à Paris ou l'ensemble moderne en Allemagne, mais qui mêle beaucoup plus étroitement les compositeurs et les instrumentistes. Et ils ont aussi la caractéristique d'écrire tous les trois une musique faite de strates, de couches superposées, et souvent avec des sonorités un peu dures, un peu âpres. Et je tenais à faire écouter un peu de musique d'un de ces trois compositeurs, un peu de Michael Gordon ici, parce qu'on en entendra des échos, notamment dans la musique de Bryce Dessner tout à l'heure. Donc un peu de Michael Gordon, un extrait d'une grande pièce des années 90 qui s'appelle Trance. Alors avec un titre pareil, on peut se douter des répétitions obstinées et des choses comme ça qui vont tourner comme ça en boucle. C'est une pièce qui a des couleurs très rock. Vous allez voir, la vidéo n'est pas très bonne, mais il y a une basse électrique, une guitare électrique, un instrumentarium amplifié, et une musique que vous allez voir assez âpre. Et on entendra ça notamment tout à l'heure dans la musique de Dessner, c'est pour ça que je trouvais intéressant d'en entendre un petit extrait maintenant. Donc vous avez vu une musique très forte, avec cette grosse batterie à la fin qui rentre, et on voit tout de suite le croisement qui se fait chez les Américains avec les musiques populaires. On avait Gershwin qui croisait la musique savante avec le jazz, mais là, chez les compositeurs minimalistes, on est beaucoup plus tenté par croiser la musique savante avec le rock notamment. Alors je vous propose tout de suite de passer à nos trois portraits de compositeurs, hein, une partie sur Nico Muller, une autre sur Bryce Dessner et une dernière sur Caroline Shaw. À chaque fois, ce sera séparé de la même manière. J'aurai une diapo qui parlera d'aspects un peu biographiques de ces personnes, avec des extraits sonores qui viendront illustrer le propos. Et puis une autre partie, un peu plus en rentrant dans la matière, pour voir comment ces musiques sont faites et quelques éléments du style en fait, assez aisés qui permettent vraiment de mieux écouter après ces musiques. Donc tout d'abord Nico Muller, qui est né en 81 dans le Vermont. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de sa musique, une petite pièce qui est pour piano et électronique, qui s'appelle Skip Town, et qui est jouée ici par lui-même. Tout de suite le côté pop là, dans cette musique assez exubérante et assez jouissive aussi à l'écoute.
Donc quelques petits points de biographie sur Nico Muhly. Nico Muhly, en fait, il découvre la musique dans son Vermont natal en tant que petit chanteur dans une chorale anglicane. Et par là, il va vraiment non seulement découvrir la musique au sens général, mais il va aussi découvrir tout un répertoire de musique ancienne, de la Renaissance notamment. Et pour ça, les anglo-saxons sont très forts dans la musique pour chœur, et ils sont très forts depuis très longtemps, puisqu'il y a des compositeurs qui sont très connus de ce point de vue-là. Je pense à William Byrd, à Orlando Gibbons, à Thomas Tallis, John Taverner. Ça, ce sont des gens que Muhly a chanté beaucoup en tant que petit chanteur, ça, dans sa paroisse. Et il dit qu'il a vraiment appris de ces compositeurs non seulement le goût d'écrire de la musique chorale, parce que c'est quelque chose d'assez important dans son catalogue, mais aussi même le sens de la ligne, le sens de l'harmonie. Plus ou moins tout est dérivé de la musique chorale de la Renaissance. Et, par exemple, il a fait une œuvre qui s'appelle Two Motets, et où il a transcrit des motets de William Byrd pour orchestre de chambre, par exemple. Et il cite volontiers la musique de la Renaissance dans sa musique. Je propose, pour illustrer un peu ça, d'écouter un peu de sa musique chorale. Alors Muhly n'est pas un compositeur de musique chorale vraiment à proprement parler. Il y a des amis, vous connaissez sûrement les compositeurs américains qui écrivent vraiment que de la musique pour chœur. Là, je pense à Eric Whitacre notamment, des gens comme ça, ou Morten Lauritsen, qui écrivent vraiment 99,9% de leur corpus, c'est vraiment de la musique chorale. Nico Muhly, là, lui, c'est une partie importante, mais c'est vraiment pas que ça. Ici, on va entendre un extrait de sa Bright Mass with Cannons, donc messe brillante avec des canons. Alors les canons, ça fait évidemment référence non seulement aux manières d'écrire la musique de la Renaissance, mais aussi évidemment aux canons à l'unisson qui font la spécificité de Steve Reich. Je vais vous passer un extrait ici du début du Gloria, qui selon les mots de Muhly est une sorte de reconstitution de ce que lui, de tous les petits moments que lui a adoré chanter en tant que jeune chanteur. Un autre point très important dans la biographie de Nico Muhly, c'est qu'à seulement 18 ans, il devient en fait l'assistant de Philip Glass. Alors qu'il n'est même pas, il n'a encore pas vraiment de diplôme en musique, puisqu'il il termine le cursus de composition à la Juilliard School à 25 ans, dans la classe de John Corabiano. Ça paraît assez surréaliste de terminer une classe aussi difficile à un âge aussi avancé, enfin aussi jeune plutôt. Mais encore plus jeune, dès 18 ans, Philip Glass le recrute pour, initialement, la tâche de Muhly, c'était de faire du séquençage audio. C'est-à-dire que Glass lui donnait notamment ses partitions de musique de film, et lui, en fait, les recopiait dans un logiciel type Cubase ou autre, et comme ça, il pouvait y avoir facilement des ajustements avec le réalisateur après en ayant des démos. Et c'est comme ça que Muhly a connu Glass, et après, Glass est devenu un véritable parrain pour Muhly, parce que la carrière de Nico Muhly en tant que compositeur est partie assez vite. Et par exemple, Glass a prêté même ses propres studios de Orange Mountain Music à Muhly pour l'enregistrement de son premier disque monographique. À l'occasion de son travail avec Glass, Muhly a notamment participé à l'élaboration de certaines musiques de films, comme Le Rêve de Cassandre de Woody Allen, mais aussi de The Hours, un film de Stephen Daldry. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film magnifique qui parle de trois destins, de trois femmes à des époques différentes qui ont chacune leur destin bouleversé par
par le livre de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. D'ailleurs, on entendra tout à l'heure un extrait de The Hours, joué en live au piano, transcrit d'ailleurs dans une transcription au piano seul de Nico Muhly lui-même. Muhly, c'est aussi l'homme de la collaboration. Alors, la collaboration d'abord de grande ampleur. C'est un des rares compositeurs contemporains qui a la grande chance d'avoir plein de commandes, de grandes œuvres. Parce que souvent, pour un compositeur moderne et actuel, on a du mal à s'extraire de la commande de 10, 15, 20 minutes grand maximum. Puisque après, je ne sais pas si vous êtes familier un peu des concerts de création, mais très souvent, on a une œuvre contemporaine au début du programme et après le public a droit à la symphonie de Beethoven qui attend au cas où la création serait un peu un four. Dans le cas de Muhly, lui, il obtient rapidement de grosses commandes. Quand je parle de grosses commandes, ce sont des opéras et des ballets, des moments où le compositeur peut se lâcher et faire vraiment des choses beaucoup plus longues. Il a écrit 2 opéras à ce jour. Il travaille son 3e. Il avait fait un opéra en 2011, un opéra de chambre sur une secte mormone qui s'appelait Dark Sisters. Et en 2013, il a fait un opéra qui a fait grand bruit au Metropolitan Opera de New York. Un opéra qui s'appelle Two Boys. D'ailleurs, il y a l'enregistrement ici en disque à la MNB. Cet opéra traitait d'un fait divers qui se passait à Manchester dans les débuts des années 2000, où 2 jeunes garçons qui discutaient par messagerie instantanée sur Internet se lançaient des défis comme ça, assez absurdes, jusqu'à ce que l'un pousse l'autre au suicide. Et ça a tellement intrigué Muhly qu'il a carrément écrit un opéra dessus. Et en ce moment, il en prépare un nouveau sur le film, d'après le film Marley de Alfred Hitchcock, qui sera créé au Met aussi, pour la saison de 2019-20, je crois. Il écrit aussi des ballets, notamment avec le support de son grand ami chorégraphe Benjamin Millepied. Benjamin Millepied qui lui a commandé plusieurs œuvres, et notamment celle dont on va regarder un extrait tout de suite, qui s'appelle Clear Lad Bright Forward. C'est une pièce toute récente, de 2015, puisque Benjamin Millepied a été, comme vous le savez, très éphémère directeur de la danse à l'Opéra de Paris. Il a fait du coup assez peu de concerts avec la compagnie de Benjamin Millepied, mais entre-temps, il a quand même commandé une grande pièce à Nico Muhly. Clear Lad Bright Forward, c'est une pièce qui dure 35-40 minutes pour grand orchestre, avec des paysages très contrastés. Je vous propose d'en regarder un extrait où vous allez voir, c'est un duo qui danse de manière très classique, avec une chorégraphie très léchée, comme souvent avec Benjamin Millepied. Et dans cet extrait, la musique de Muhly est à la fois très dense, avec une sorte de patte comme ça qui avance et qui ne semble ne jamais s'arrêter, mais en même temps, il y a un grand raffinement dans l'écriture orchestrale et qui là est directement issu de John Adams. Un autre point de la collaboration chez Muhly, c'est qu'il ne fait pas que des collaborations avec des librettistes ou des chorégraphes, mais il fait aussi des collaborations avec des artistes pop, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on le connaît peut-être plus. Le grand public en tout cas connaît surtout le nom de Nico Muhly parce qu'il a notamment collaboré avec Björk, avec Anthony de Johnson, avec Grizzly Bear, avec Youn, le chanteur de Sigur Rós pour sa carrière soliste, vraiment avec beaucoup de monde, et tout récemment avec Sufjan Stevens,
donc ce grand poète, chanteur américain, qui a créé, alors ça, qui a créé, donc Mully a créé avec Sufjan Stevens ce grand projet Planétarium, et ça je tenais à en dire quelques mots. Planétarium, en fait, c'est une histoire un peu particulière. On devait être, donc, je suppose, en 2011, 2010, 11, et le Concertgebouw de Eindhoven, donc une grande salle aux Pays-Bas, commande à Mully une nouvelle œuvre. Mais Mully n'avait visiblement pas très envie de rendre une partition normale à cette occasion. Par contre, il va proposer à Eindhoven un grand projet collaboratif avec ses amis musiciens, James McAllister aux percussions, son grand copain compositeur et guitariste Bryce Dessner, et dont je parlerai tout à l'heure, et donc Sufjan Stevens au chant. Ça donnera donc ce grand projet Planétarium, une sorte d'odyssée pop autour évidemment des planètes du système solaire, avec une sorte d'énorme œuvre du coup qui aura donc vécu en 2012, avec une grande tournée dans le monde entier. Le Planétarium s'est passé même par la salle Playel au Festival Days Off du coup en 2012. Et puis après, plus rien, pas d'enregistrement, absolument rien. Jusqu'à il y a quelques semaines, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, un disque studio qui vient de paraître. Et puis une nouvelle tournée mondiale qui commence lundi à la Philharmonie de Paris, où du coup tout le monde sera là, c'est-à-dire que le Planétarium avec Sufjan Stevens, Nico Mully au piano, Bryce Dessner à la guitare électrique, aux percussions de James McAllister. Je propose d'en regarder un petit extrait capté vraiment amateur avec un portable de la fosse, mais c'est vraiment, je tenais à vous faire écouter un extrait de cette chanson. C'est Saturne. C'est peut-être la composition la plus pop, la plus facile entre guillemets, mais la plus tellurique aussi pour cette chanson-là et quelques autres dans Planétarium. Sufjan Stevens utilise un vocodeur qui donne vraiment une couleur complètement impalpable à sa voix, qui pour certains d'entre vous ont déjà écouté du Sufjan Stevens. Il a une voix extrêmement claire, cristalline et toujours très juste. Et là en plus, avec l'usage du vocodeur, ça donne une couleur complètement incroyable à cet extrait. Donc je vous propose d'écouter la fin de Saturne, donc une chanson extraite de Planétarium. Donc ça a été capté très probablement, je crois que ça date de 2012 évidemment, et je crois que ça a été en concert à Amsterdam. Vous excuserez la qualité de la vidéo pour le coup. Quelques points maintenant pour voir qu'est-ce qui fait en fait la patte de Nico Mully, qu'est-ce qui fait son style. Tout d'abord, c'est l'usage d'harmonies, d'accords, hérité de la manière qu'a Steve Reich en fait d'écrire de la musique. Et pour ça, quand je parle d'harmonie reichienne, je vais vous faire une petite démonstration, c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer comment écrire un accord à la Steve Reich vraiment en 10 secondes, en maïté de la musique contemporaine. Vous prenez au début ce qu'on appelle une quinte, donc un espace entre deux notes qui font comme ça. Vous prenez une autre quinte qui est pas loin, enfin qui est pas loin mais un peu quand même. Vous les jouez en même temps. Ensuite, vous rajoutez quelques notes au milieu pour faire joli et vous avez un accord à la Steve Reich. Et pour ceux qui connaissent la musique de Reich, il suffira de faire un bon groove après et on sera dedans.
d'harmonie, vraiment d'écouter ces accords assez parfumés dans la musique de Mully, dans une courte pièce pour piano qui s'appelle Hudson Cycle. Hudson Cycle, c'est une pièce qui a une histoire, c'est assez marrant de connaître comme ça les histoires, les anecdotes qu'il y a derrière les œuvres. Hudson Cycle, c'est une pièce qu'il écrit en cadeau de mariage à une de ses amies qui allait partir de New York, lui aussi habite à New York, et donc après il n'allait plus la voir et il lui offre en cadeau cette courte pièce que vous allez voir est très, très douce, très nostalgique, avec une musique extrêmement simple où il y a juste un battement entre les deux mains qui image le rythme lent de l'Hudson, mais aussi qui nous permettent à nous de goûter vraiment, d'entendre vraiment les harmonies se dérouler très lentement et d'entendre vraiment ces accords. Et c'est toujours Nico Mully qui joue au piano. Un autre élément assez caractéristique de la musique de Mully, ce sont des progressions fortes. Alors quand je dis progression forte, ce sont des progressions de basse forte. Alors si je reprends un peu mon accord de tout à l'heure, avec une main droite un peu dans le style, Mully, lui, fera avec sa main gauche du coup, je vais devoir lâcher le micro pour la jouer, quelque chose qui a toujours une ligne, une direction, et qui ne s'arrêtera jamais, et qui sera très fort, très marqué, et ça c'est l'héritage de la pop en fait. Il pourrait faire par exemple quelque chose comme ça. Pour écouter un peu de ces progressions de basse fortes, je propose d'écouter, alors peut-être là il y a moins le côté ligne dans cette œuvre, mais alors, par contre il y a vraiment une basse hyper présente et qui fait presque, on est vraiment dans de la pop, on est vraiment dans vraiment planétarium, mais pas loin. Dans cette première étude pour alto et électronique, qui est une histoire aussi, elle est écrite pour Nadia Sirota, sa grande amie altiste, qui est vraiment, qui joue dans quasiment toutes les créations contemporaines qui sont aux États-Unis, à New York, sur la scène post-minimaliste. D'ailleurs, on va la voir plusieurs fois pendant cette conférence, dans des vidéos. Ils se connaissent avec Nico Mully depuis assez longtemps. Ils se sont connus à la Juilliard School, il me semble. Elle est étudiante en alto et lui en composition. Et très vite, il a commencé à lui écrire des œuvres, dont cette série de 3 études pour alto électronique. Vous allez voir que celle-ci est la plus pop des 3 et a un côté vraiment jouissif aussi, avec cette progression de basse extrêmement marquée, extrêmement forte. Un autre point caractéristique de la manière qu'a de Mully de faire de la musique, on a vu comment il construisait des accords, on a vu qu'il faisait des basses très fortes,
mais il fait aussi ce qu'on appelle des drones. Alors drone en anglais, ça veut dire bourdon. Et en musique, normalement, un bourdon c'est toujours ce qui fait un peu populaire, notamment chez Bartók, c'est-à-dire que si je vous fais cette basse répétée, ce sera le bourdon. Nico Muhly, pour lui, il n'est pas dans le grave, il n'est pas, même, je sais pas, enfin, dans les choses un peu musique Europe de l'Est, souvent c'est très grave, d'ailleurs, vous jouez à cette table. Mais pour lui, Nico Muhly, il utilise souvent un bourdon beaucoup plus léger, souvent dans l'enregistre médium, qui va lui servir à agréger plein d'éléments. C'est-à-dire qu'il va avoir notamment, par exemple ça, très doux. S'il y a de l'électronique dans la formation, il va faire jouer ça par l'électronique, évidemment, avec un petit battement, par exemple. Et pourquoi pas, on pourrait agréger nos basses très fortes de tout à l'heure. Avec un peu de notes couleurs par-dessus, pour vraiment colorer le discours, des notes vraiment qui n'auront rien à voir avec ce que je viens de vous jouer, mais qui créeront justement quelque chose d'un peu étrange, et que lui aime beaucoup. D'écouter tout de suite un extrait d'une de ses œuvres, Drones and Piano, où là même le concept est carrément marqué dans le titre. Il a écrit plusieurs œuvres qui s'appellent Drones and quelque chose, souvent c'est avec des instruments, il y a Drones and Violin, il y a Drones and Viola avec l'alto, il y a d'autres œuvres où il y a quand même drone dedans, même si c'est pas la formation. Cette œuvre, Drones and Piano, c'est peut-être la plus belle de ce cycle de Drones. Il y a même un album avec toutes les œuvres de la même série qui est sortie. Ici joué par Bruce Brubaker. Bruce Brubaker, c'est un pianiste concertiste qui joue beaucoup de musique américaine, beaucoup de Phil Glass notamment, qu'il a enregistré. Il faut savoir que toutes les vidéos qu'on voit avec Muhly qui joue du piano, c'est quand même assez rare. Vous avez bien vu qu'en fait, elles sont toutes issues du même concert, qui est en fait une sorte d'événement promotionnel qui avait été organisé avant l'occasion de la création de son second opéra Two Boys au Metropolitan Opera de New York. Mais le plus souvent, à part quelques fois, Muhly ne joue pas sa propre musique, mais il laisse des pianistes concertistes la jouer pour lui. Enfin, s'il veut bien marcher. Et un dernier point d'élément de style, vous l'avez peut-être vu parce qu'il est apparu subrepticement. Voilà, il arrive. Ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est lui qui le dit, des accents en spacing. Alors spacing avec de l'espacement, et ça c'est directement issu des œuvres de Stravinsky, d'œuvres néoclassiques de Stravinsky, en particulier la symphonie de Psaume, la symphonie en 3 mouvements, la symphonie en ut, où en fait Stravinsky heurte le discours. Je ne sais pas si vous avez le début de la symphonie de Psaume de Stravinsky dans l'oreille avec une sorte de cantilène au bois qui fait bam, un accent comme ça, et ça va rompre comme ça un discours qui paraît un peu simple et de manière presque aléatoire, et c'est ça qui va vraiment intéresser Muhly, ce côté un peu aride et un peu étrange. On l'entend dans beaucoup d'œuvres. Alors Stravinsky, la particularité de ses accents justement en espacement, c'est qu'il fait des choses très aiguës, très graves avec rien dans le médium, et ce qui donne une sonorité très tranchante. Nico Muhly, évidemment, des fois il va faire aigu, des fois il va faire grave, des fois il va faire les deux. Mais en tout cas, le fait de heurter comme ça une ligne de manière complètement incongrue, ça va vraiment faire partie du style, de sa manière de composer. Pour ça, je vous propose d'écouter la toute fin de son concerto pour alto, une œuvre qu'il a écrite pour Nadia Sirota, évidemment, toute récente, créée en 2015, qui est passée par la Basilique Saint-Denis il y a 2 ans, pendant le festival.
et vous allez voir où le chant de l'alto est constamment heurté, rompu par l'orchestre, qui vient vraiment comme détruire la soliste jusqu'au bout, où l'alto qui paraît comme épuisé, avec plus rien, enfin une ligne vraiment qui s'éteint. Il y a quand même un dernier accent aux sonorités presque de cloche qui vient comme ça rompre le discours. Changeons d'univers maintenant avec notre deuxième portrait de la soirée, c'est celui de Bryce Dessner, guitariste, compositeur, né en 1976. Je vous propose tout de suite de rentrer dans sa musique avec un extrait de son concerto pour 2 guitares électriques et orchestre, South Caroline by the Sea, une œuvre qui image vraiment en musique un extrait de Big Sur de Jack Kerouac et des rêveries hallucinées de Kerouac, où lui-même joue d'ailleurs une partie de guitare électrique. Une œuvre qui justement en plus a été donnée, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, mais a été donnée il y a l'espace de peut-être 2 semaines à la Basilique Saint-Denis avec l'Orchestre National d'Île-de-France et Dessner jouait évidemment une des parties de soliste. Alors quelques petits points biographiques sur Bryce Dessner. Il a toujours eu un parcours un peu entre deux eaux, toujours entre classique et rock. Puisqu'il commence, il étudie, il a vraiment une formation classique très poussée, à Yale, en guitare, en composition. Mais il a une pratique des musiques actuelles et du rock très poussée, puisqu'il découvre la musique enfant, il joue de la flûte traversière, mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est qu'il va à l'adolescence, évidemment, comme beaucoup d'adolescents, il va avoir une guitare électrique, et avec cette guitare électrique, il va former un groupe de rock avec son frère, Aaron. Et ce groupe de rock, il prendra de l'ampleur petit à petit, ça deviendra The National. The National, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ce groupe, c'est vraiment un des ensembles peut-être les plus importants de la scène indie en rock, c'est-à-dire un rock assez qui ne joue pas la carte de la simplicité. Il y a toujours, même si dans The National il y a des choses assez brutes, assez directes, il y a toujours un grand raffinement, notamment dans l'écriture harmonique, les accords que je vous ai joués tout à l'heure. On entend des choses vraiment recherchées dans la musique que fait The National. Je vous propose pour illustrer un peu d'écouter un peu de la musique de ce groupe, et pas n'importe quelle chanson, puisque cette chanson qui est parue dans un album, donc This is the Last Time, qui est paru dans l'album Trouble Will Find Me de 2013.
cet album qui est absolument divin, que je vous conseille vraiment d'écouter si vous ne le connaissez pas. Et en fait, cette chanson, elle a un parcours un peu bizarre, puisqu'on est du rock, donc évidemment, dans un groupe de rock, en tout cas sur le papier, tout le monde touche à tout. Et donc on suppose que Bryce Dessner a co-composé cette chanson. Mais pour les besoins du disque et du live, puisque cette version de concert c'est exactement la même formation que le disque, c'est-à-dire avec un quatuor à cordes et du cuivre, les arrangements, c'est-à-dire ce qui a été écrit pour les cordes, pour les cuivres, il y a une partie de piano, ce qui a été écrit pour ces instruments, ça a été fait par Nico Muhly lui-même. Et dans le quatuor à cordes, dans le disque et dans le live, qui joue, eh bien c'est notre troisième héroïne de la soirée, c'est Caroline Shaw qui joue de la partie du violon 2 ici. Donc je vous propose d'écouter This is the Last Time, chanson de National, donc co-composée, jouée par Bryce Dessner, au violon de Caroline Shaw dans un arrangement original de Nico Muhly. Du coup, avec toutes les activités de National, évidemment, il vient la composition plutôt sur le tard. Si on fait la comparaison avec Nico Muhly, Muhly fournit ses premières pièces sérieuses il y a vraiment une vingtaine d'années. Les pièces datent de 2001, 2002. Chez Bryce Dessner, ça date plutôt de 2006, 2007, 2008. Donc il y a vraiment une trentaine d'années. Il vient donc à la composition relativement tard, à la composition de musique contemporaine. Et c'est peut-être pour ça au final, mais il y a vraiment une évolution stylistique assez radicale dans sa musique. Si on écoute une pièce assez ancienne de lui et une œuvre toute récente, le distinguo se fera assez rapidement parce que là j'ai choisi des extraits d'œuvres qui sont vraiment dans la même ambiance, une ambiance un peu rapide, pulsée. Si on écoute d'abord un extrait de cette œuvre, Raphaël, une œuvre de 2008, qui est là aussi un concerto pour deux guitares électriques et orchestre de chambre. Pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, Raphaël, c'est le nom de l'ange dans le Paradis perdu de John Milton, ce poème épique du XVIIe siècle. Donc encore une influence littéraire pour Dessner. Et il écrit ici une musique d'aspect très minimaliste. Vous allez retrouver ces musiques de strat qu'on avait chez Michael Gordon notamment. Peut-être là avec un côté peut-être plus léché, mais en tout cas quelque chose d'assez brut encore, avec un moteur rythmique implacable et des couches qui se superposent. La vidéo que je vais vous montrer est un extrait en fait, d'ailleurs, c'est assez remarquable, d'un concert qui a été donné il n'y a pas très longtemps, il y a à peine un an, en septembre, en octobre, je ne sais plus exactement, à la Cité de la Musique, enfin la Philharmonie de Paris, par l'ensemble intercontemporain et Mathias Pincher qui dirigeait. C'est quand même assez rare que l'intercontemporain joue de la musique minimaliste comme ça, donc c'était assez rare pour le souligner, et ça donne d'ailleurs une version très belle de cette musique.
Et si on prend au contraire un même mouvement vif avec des couleurs un peu pop dans sa musique très récente, quand je parle de très récent, c'est vraiment créé il y a 3 semaines à peu près, 3 semaines, un mois, à Carnegie Hall, ce trio à cordes, Strict Trio. Alors un titre un peu improbable, j'ai pas eu l'occasion de lui poser la question de savoir pourquoi ce titre, mais en tout cas, il y a assez peu de compositeurs au final contemporains qui osent s'atteler à une formation comme le trio à cordes, parce qu'en plus, surtout un compositeur américain avec tout un passé de choses un peu voluptueuses qui sonnent bien facilement. Difficile de faire du voluptueux avec juste un violon, un alto et un violoncelle. En tout cas, Bryce Dessner réussit à écrire une pièce qui est vraiment belle, qu'on peut écouter d'ailleurs en entier sur son site, brycedessner.com, parce que la pièce c'est vraiment l'enregistrement live brut de la création. Et vous allez voir que dans ce passage, autant on a une écriture motorique, hein, comme dans Raphaël, mais avec un raffinement beaucoup plus grand, notamment dans la partie violon, qui moi m'évoque moins de la musique américaine que de la musique française notamment. Personnellement, je pense plus à des gens comme Philippe Hersant, parce que même si je doute que Dessner ait vraiment pensé à ce genre de musique en écrivant la sienne. Quelques éléments du style maintenant de Bryce Dessner. D'abord, vous l'avez entendu, notamment dans Raphaël, peut-être moins dans ses œuvres toutes récentes, mais c'est vraiment une caractéristique assez fondamentale de sa musique. Il y a un côté vraiment très brut, très direct, et ça c'est aussi l'héritage de la pop. Sans en dire trop de plus, puisqu'on a écouté déjà l'extrait de Raphaël, était bien parlant de ce point de vue-là, je propose d'entendre un extrait de son très beau cycle Murder Ballads, qui est une commande de l'ensemble américain Ave Blackbird. Ave Blackbird, ils se sont fait connaître en commandant une œuvre à Steve Reich. Cette œuvre, c'est le Double Sextet. Double Sextet, ça a énormément tourné, et en plus, Reich a gagné le prix Pulitzer avec. Et c'est pour ça que c'est vraiment ce qui a vraiment lancé à l'international la carrière de Ave Blackbird. Ils ont donc commencé de commander ce cycle à Bryce Dessner en 2013. Et Murder Ballads, pourquoi ce titre assez étonnant? En fait, ce sont des transcriptions, des adaptations de chansons du folklore, de la tradition de la musique country, quoi. Et peut-être que c'est pour ça qu'il écrit une musique très franche et très directe, vous allez voir, avec en plus une formation avec Blackbird qui a une formation assez hétérogène, puisque du coup le challenge pour un compositeur c'est d'écrire pour la formation de l'ensemble, qui est flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano et percussion.
autre point de la musique de Bryce Dessner, ça aussi on l'entendait dans Raphaël, pour le coup c'était vraiment un extrait assez parlant pour plein de points, mais on entend d'autres musiques, ça donne aussi une image plus globale du compositeur. Une musique de strates, de couches en fait vraiment successives, là on sent le passé, même du coup, le présent de guitaristes qui s'enregistrent et qui jouent très sûrement sur des pédales de loops. Et on entend ça notamment dans son quatuor Achaim, une pièce de 2009, qui a été vraiment le tremplin de Dessner dans le milieu de la musique contemporaine. C'est vraiment, sa musique était encore assez confidentielle, il y avait très peu d'œuvres, dont Raphaël pour le coup. Merci beaucoup. Mais en fait, sa musique a vraiment été connue à l'international grâce à cette commande du Kronos Quartet, un quatuor absolument mythique aux États-Unis, qui a créé tous les quatuors de Steve Reich, notamment le fameux Different Trains, qui a créé quasiment tous les quatuors de Philip Glass, qui a collaboré avec Teddy Riley, plein de gens très importants et très intéressants de la musique américaine. Et donc, Kronos Quartet qui a donc commandé cette œuvre à Dessner, qui a même fait plus que commander cette œuvre à Bryce Dessner, elle l'a portée partout dans le monde. Ils l'ont joué très rapidement, même ici à Paris, en tournée. Ils ont même carrément enregistré tout un disque de musique de quatuor à cordes, d'ailleurs, il est là sur le bureau. Tout un disque disque monographique de musique pour quatuor à cordes de Bryce Dessner, qui d'ailleurs porte ce titre Achaim, qui veut dire retour à la maison en hébreu. Je vous propose d'en écouter un petit extrait qui vraiment fonctionne en superposition de strates, de couches successives. On a l'impression que en fait, c'est presque statique. Si on prend les éléments, si vous écoutez un peu chaque partie séparément, ça fait une sorte en fait, on ne comprend pas trop, mais le tout mêlé fait une sorte d'agogique où tout bouge et où le tout crée un climat tout à fait remarquable. Un autre point évidemment de sa musique, c'est bien évidemment l'influence de la pop et du rock. Et pas seulement dans le style, on a pu entendre des choses très brutes comme ça, avec un côté direct qu'on avait qu'on a aussi dans le rock. Mais il y a même aussi en plus des chœurs pour lui-même, pour sa propre guitare électrique, donc il crée déjà une référence au rock en soi. Mais il fait aussi quelques différences, et pour ça on peut parler un peu de sa pièce Garcia Counterpoint, une pièce qui est de 2015, qui est une pièce très belle, alors pas du tout presque dans sa première manière, alors c'est écrit il y a 2 ans. Mais c'est une pièce un peu avec un titre à tiroir, donc il vaut mieux comprendre le titre pour mieux saisir la musique. Déjà, pourquoi Counterpoint? Counterpoint, ça fait directement référence à toute la série d'œuvres de Steve Reich qui s'appelle. Où Steve Reich a écrit plein de pièces qui durent chacune une dizaine de 10-15 minutes, avec un instrument soliste et une bande préenregistrée de lui-même en plein d'exemplaires. Vous avez par exemple Vermont Counterpoint pour flûte, New York Counterpoint pour clarinette et bande, Cello Counterpoint pour violoncelle et bande, et vous avez surtout Electric Counterpoint qui est une pièce pour guitare électrique et bande préenregistrée. Et si vous connaissez la pièce Electric Counterpoint de Steve Reich, vous entendrez des échos directs dans ce Garcia Counterpoint. C'est vraiment presque un exercice de style que Dessner a fait là. Et pourquoi Garcia? Parce qu'en fait, Garcia Counterpoint, ça venait prendre place dans une sorte de grand hommage, un disque, c'est un concert, un spectacle qui est sorti en disque, et le concert, le spectacle, le concept, disons, s'appelait The Day of the Dead,
et non pas juste pour faire un hommage à la fête des morts mexicaine, mais, enfin si évidemment, mais c'était pour le clin d'œil, mais en fait ce grand projet c'était un hommage au Grateful Dead, ce grand groupe de rock des années 70. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant que personnellement j'ai découvert il y a vraiment très peu de temps, c'est que Steve Reich, à la fin des années 60, a hésité à tout plaquer la musique contemporaine pour aller faire du rock avec les Grateful Dead. Ça, on le sait vraiment assez peu. Mais c'est un fait assez notoire, je trouve. Et donc, Garcia, c'est toujours pas notre problème, bien puisque le guitariste, enfin un des guitaristes des Grateful Dead, c'était Jerry Garcia. Et en fait, du coup, Garcia Counterpoint, c'est vraiment un contrepoint sur Jerry Garcia, c'est-à-dire que toutes les mélodies qu'on entend, et qui seront après retravaillées, rebasculées dans la bande, etc., et retravaillées à la manière de... Enfin, c'est vraiment Dessner qui travaille dans le style de Steve Reich, mais en prenant des mélodies chez Jerry Garcia. C'est un peu compliqué comme manœuvre mentale, mais le résultat est assez intéressant, et vraiment, c'est presque dans le style de Steve Reich, mais il y a quand même un côté vraiment très pop, hein, vous allez entendre, que Reich n'aurait pas du tout osé. Si on prend en fait le comparatif avec Electronic Counterpoint, la pièce de Steve Reich, lui s'inspire beaucoup, notamment de cette pièce des musiques pygmées, carrément c'est des transcriptions note à note de musique de trompe pygmée, et là Dessner, lui, c'est des transcriptions note à note de musique de rock. Évidemment, c'est lui qui joue lui-même avec sa propre guitare électrique. Donc le thème de Jerry Garcia. Et après le retravail façon Steve Reich. Et un dernier point que je voulais montrer dans ces éléments stylistiques autour de Bryce Dessner, que j'ai appelé au-delà du post-minimalisme, c'est un peu comme ce qu'on entendait dans le trio à cordes tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, qui n'est plus du minimalisme. Il y a juste la sève, la sève du style, on entend des bribes d'harmonie, des échos, mais en tout cas Dessner n'est plus, en tout cas dans ses nouvelles œuvres. Par exemple, il y a une anecdote que j'ai lue, parce que Dessner était il y a 2 semaines au Festival de Saint-Denis. Il a fait une interview pour un blog sur internet et il dit dans cette interview qu'il a fait écouter cette œuvre, la pièce que je vais vous faire écouter tout à l'heure, enfin tout de suite, Wires, qu'il l'a fait écouter à Steve Reich et que Steve Reich dit mais Bryce, il n'y a absolument rien de minimaliste là-dedans. Et ben c'est pas faux quelque part, puisque là je vais vous montrer un extrait qui dure comme tout ce que je vous ai montré, à peu près 1 minute. Et en fait vous allez voir que très rapidement on va passer au tout début de l'extrait, on entend quelque chose de très américain, de très consonant, de très direct, en même temps avec une écriture très fine, mais quand même il y a cette notion de consonance très américaine. Et tout de suite, en 2 secondes, il va passer à quelque chose de beaucoup plus tourmenté, beaucoup plus atonal en fait. Et évidemment, comme il ne joue pas avec l'ensemble contemporain tous les jours, et que là c'était vraiment une commande, il s'est distribué lui-même dans sa propre musique, donc le passage vraiment difficile et atonal, en plus il se l'est réservé à lui-même et à sa guitare électrique. Un dernier petit point avant d'écouter cet extrait de Wires. Wires, ça signifie les liens, les connexions. Et évidemment, ici, c'est les connexions entre la musique européenne, le répertoire, tout le répertoire, toute la tradition de l'ensemble contemporain, autour de la musique de Boulez notamment, et puis la musique américaine issue de Steve Reich. D'ailleurs, on peut remarquer dans les quelques secondes qu'on entend le passage vraiment très américain, c'est que autant on a une sonorité américaine, mais dans l'écriture, on entend les instruments qui font, notamment le cuivre, je sais, la trompette, quelques autres instruments, c'est les bois, enfin c'est les vents en tout cas, font des rythmes du genre comme ça. Et ça fait évidemment directement référence au style même de Pierre Boulez dans Récompense.
Donc un extrait de Wires de Bryce Dessner, joué ici par l'instrumenteur contemporain, toujours dirigé par Mathias Munch. Dernier portrait de la soirée, celui de Caroline Shaw. Alors Caroline Shaw, c'est vraiment une compositrice qui est vraiment assez connue aux États-Unis, vraiment pas mal jouée, mais en France, absolument pas du tout. Autant on entend un peu la musique de Bully, on entend maintenant de plus en plus la musique de Dessner, peut-être parce que ce dernier s'est installé à Paris il y a 2 ou 3 ans. Mais Caroline Shaw est vraiment pratiquement inexistante dans les programmes de concert en France, et je trouvais intéressant d'en parler un peu à cette occasion-là. Tout de suite, on va écouter un peu de sa musique. Un extrait d'une pièce là aussi toute récente, créée il y a quelques mois, une œuvre qui s'appelle This Might Also Be a Form of Dreaming, donc ça pourrait aussi être une forme de rêve, par l'ensemble vocal Room Full of Teeth. Alors Room Full of Teeth, c'est un octuor, ils sont 8 chanteurs, ils chantent amplifiés avec des micros, donc exactement comme les mythiques Swingle Singers. Ici il y a quelques instruments, dirigés par Brad Wells, qui est le directeur musical de Room Full of Teeth, et Room Full of Teeth surtout, c'est un instrument qui a la particularité d'accueillir en son sein la Caroline Shaw elle-même. Elle chante alto 1, je crois. Cette pièce, This Might Also Be a Form of Dreaming, c'est une pièce vraiment remarquable, qu'on trouve l'arrangement, cette captation-là, j'ai trouvé sur YouTube, on peut trouver aussi en podcast, sur iTunes, très facilement, et c'est vraiment une œuvre tout à fait remarquable, je vous recommande vraiment d'écouter. Quelques petits points biographiques. Alors, autant on avait une communauté qui était un peu pianiste et beaucoup compositeur, on avait Bryce Dessner qui était beaucoup guitariste et beaucoup compositeur, mais Caroline Shaw, elle est à la fois compositrice, violoniste, chanteuse. Ça paraît assez improbable, mais elle mène vraiment les 3 carrières de front, et de manière assez sérieuse, puisqu'elle a fait un master de violon à Yale et un doctorat de composition à Princeton, et en plus, du coup, elle chante dans un ensemble professionnel, Room Full of Teeth, avec lequel elle tourne beaucoup, et c'est parce que cette carrière-là qui est la plus connue. Comme on va pas mal l'entendre chanter après dans les extraits suivants, j'ai voulu faire entendre un extrait d'elle qui joue du violon. Évidemment, elle joue de la musique contemporaine dans un ensemble américain qui s'appelle ACME, donc American Contemporary Music Ensemble, avec lequel elle a notamment donné il y a quelques temps, parce qu'il y a tout un film sur YouTube de cette soirée, où était donné l'intégrale des quatuors à cordes de Steve Reich en une soirée. C'est pas monstrueux, ça a duré 1h15 le tout. Et elle jouait la partie de violon 1 dans le mythique Different Trains. Je propose donc d'écouter un extrait assez court de cette partition vraiment emblématique du grand maître qu'est Steve Reich,
donc Different Trains, avec donc Caroline Shaw qui joue la partie première du violon. Toujours Nadia Sirota. Depuis quelques temps, elle développe aussi, alors elle a fait assez peu de performances comme ça, mais je trouvais ça suffisamment beau et poétique pour le faire entendre, des improvisations vocales qu'elle fait a cappella et qu'elle fait en utilisant une pédale d'effet pour chanteur qui en fait a un système assez simple, c'est-à-dire qu'elle joue, c'est-à-dire qu'elle chante disons un La. Très bien, elle chante un La, et elle a une sorte de clavier MIDI avec lequel elle chante un La, elle appuie sur le La. Il y a un La qui sort du micro, très bien, on n'attendait pas moins. Par contre, là où ça va devenir intéressant, c'est qu'en fait elle va chanter un La, mais si elle appuie en même temps sur, je sais pas, sur un Fa dièse, un Do dièse, un Mi, et ben on aura sa voix sur le La, le Fa dièse, le Mi et le Do dièse. Donc on aura par exemple ça, uniquement avec sa propre voix qui sera samplée d'elle-même, si on peut dire. Il y a quelques artistes qui ont ce petit élément comme ça à leur actif dans d'autres styles, par exemple le pianiste de jazz Jacob Collier, qui entre deux choristes fous de piano chante comme ça, chante d'ailleurs très bien, et en plus s'auto-harmonise en quelque sorte avec lui-même. Donc un petit peu d'improvisation de Caroline Shaw, ici en plus avec une chorégraphie improvisée. Le résultat est assez étonnant, mais oui, vraiment, à mon sens, assez beau, musicalement et poétiquement aussi. Et surtout, l'élément majeur de la biographie de Caroline Shaw, c'est qu'en fait, elle est la plus jeune récipiendaire du fameux Pulitzer Prize for Music, qui a été par exemple donné à Steve Reich en 2009. Plein de compositeurs vraiment majeurs qui l'ont reçu. Je pense à des compositeurs un peu anciens, Barber l'a reçu, je crois que Copland l'a reçu. John Adams l'a obtenu aussi il y a quelques années. Et donc Caroline Shaw l'obtient en plus pour une œuvre qui est complètement atypique. Je reviendrai, d'ailleurs je vous ferai écouter deux extraits de cette pièce. Une pièce qui s'appelle Partita. Alors Partita, ça évoque tout de suite évidemment la musique baroque. Une partita, qu'est-ce que c'est en fait pour un musicien du XVIIe siècle? Une partita, c'est une suite de danse tout simplement. On appelle partita une suite de danse en Allemagne notamment. En France, on parle plus de suite ou d'ordre, notamment chez Couperin. Mais ici, donc, elle choisit le titre le plus emblématique, hein, parce qu'on pense évidemment aux partita de Jean-Sébastien Bach. Elle la structure vraiment comme une partita baroque, c'est-à-dire que les 4 mouvements sont allemandes, sarabandes, courantes, passacailles. Et la particularité, c'est que normalement, c'est une musique instrumentale de danse, et là, elle le fait, vous voyez peut-être écrit On Full of Twist, donc c'est évidemment son ensemble vocal.
Donc donner une musique instrumentale pour un chœur, c'est déjà un peu particulier, puisqu'il va falloir trouver un texte, hein, évidemment. Alors le texte, Caroline Shaw s'en absout pas mal de fois dans cette pièce. Souvent la voix, comme vous l'avez entendu dans l'improvisation, est complètement vocalisée comme ça. Il y a même des sons, vraiment des bruits, sous raclement de gorge. Il y a toute une panoplie d'effets vocaux dans cette pièce, et les rares textes qu'elle utilise, la plupart sont extraits d'une source assez particulière, qui n'est pas une source littéraire vraiment. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début, je crois que ma première diapo, il y avait une image d'une grande peinture, une grande fresque de Sol Levitt. Et cet artiste a conçu ce qu'il appelle des wall drawings, des dessins de mur. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, il écrivait sur une toile, alors c'est des toiles gigantesques, des trucs monstrueux, et il écrivait un mot, une phrase, ou une sentence comme ça. Et en fait, le public était invité à continuer le trait de l'écriture et à écrire lui-même autre chose après. Ce qui fait qu'on a à ce moment des grandes toiles avec un monceau de choses écrites dessus, et qui racontent tout et rien, qui sont vraiment des œuvres monde à part entière. C'est ce qu'est Partita, qui brasse énormément, en plus des textes, mais qui brasse énormément d'influences. On entend se mêler joyeusement Steve Reich, la techno, les Bee Gees, la musique beaucoup plus avant-gardiste de Luciano Berio, un compositeur de la même génération que Pierre Boulez, et notamment des choses tirées de sa pièce qu'il a écrit notamment pour les Swingle Singers, magnifique, The Price of London. Donc on entend, oui, à la fois Berio, la techno, les Bee Gees, Steve Reich, tout ça dans la même œuvre, avec un titre baroque. Donc c'est vraiment très bizarre. Je propose pour vous faire une image tout de suite de cette pièce qui a donc séduit le jury du Prix Pulitzer en 2013. Le tout début de la pièce, qui est une œuvre qui dure une trentaine de minutes, hein, c'est vraiment une composition d'ampleur qu'elle écrit pour son propre ensemble, donc elle s'est vraiment lâchée niveau musical, quoi. Et je vous propose d'écouter tout de suite donc, le début de l'allemande. To the side. 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 And around and around and around. To the side. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, Left side. Around and around and around. Left and around. Quelques éléments de style maintenant. On le voit dans Partita, hein, on n'appelle pas, un compositeur ne choisit jamais un titre au hasard, et il n'appelle jamais, un compositeur qui appelle toujours de ses œuvres Partita ne fait pas ça vraiment juste parce qu'il trouve le mot joli. Il y a vraiment quelque chose là-dedans, de rapport à la musique du passé. Et ça, la musique du passé, Caroline Shaw l'emmagasine vraiment, non seulement dans une influence parfois au second degré, comme dans la Partita, mais aussi dans une manière très premier degré, dans certaines de ses œuvres, où elle, comme un DJ de musique techno, quoi, reprend un morceau et le sample et le fait sien. Ici, Caroline Shaw a déjà fait des sortes de remake elle a fait ça avec Chopin, sur le mazurka, elle a écrit une pièce pour piano, elle a tiré un matériau très court d'une pièce de Chopin, qu'elle a ensuite rebasculé sur une pièce qui dure, la mazurka dure 4 minutes et la pièce de piano de Caroline Shaw dure 17 ou 18 minutes. Complètement la nostalgie, sacré musculaire, la pièce de Gustave Le Gray, je vous conseille vraiment de la découvrir. Et elle a fait ça aussi de manière peut-être plus joviale et ludique avec Haydn, où elle
elle parle dans la note de programme de la manière qu'a Haydn de gérer sa grande forme, et il la gère de manière à faire des transitions, elle dit de manière à faire des transitions absurdes et technicolores. Et on a vraiment cette sensation-là dans le Entr'acte, donc sa pièce en hommage à Haydn. Vous reconnaîtrez évidemment, on ne sait pas que c'est Haydn, on ne reconnaît pas que c'est Haydn, mais on reconnaît clairement la musique du passé qui est samplée vraiment, et même retransformée avec des effets de style, des effets, des modes de jeu, qu'on a notamment, si je fais le parallèle avec un compositeur français, par exemple dans la musique de Gérard Pesson, on a exactement la même chose. Donc un peu de Entr'acte, un hommage à Haydn. Pourquoi tu raccordes de Carl Michel? Apercevoir à la fin, mais ces effets frottés, comme on a vraiment dans la musique beaucoup plus d'avant-garde, notamment en Allemagne. Alors si je parle en France, donc Lachenmann par exemple. Autant ça pouvait passer pour une figure de style chez Bryce Dessner avec ses Murder Ballads, autant il y a des choses à peu près similaires chez Dessner, dans la musique de Nico Muhly, il fait des choses avec le banjo. Mais chez Carl Michel, c'est littéralement partie intégrante du discours, une vraie fascination pour la musique traditionnelle américaine. Alors je ne suis pas spécialiste de musique traditionnelle américaine, musique country, bluegrass, etc. Donc je ne pourrais pas vous en dire vraiment plus là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui irrigue sa musique. Elle met des citations dans plein d'œuvres, dans Partita notamment, si vous l'écoutez. Je sais plus en comment on sait, je pense que c'est dans la courante. Il y a une sorte de cantique un peu vraiment en musique traditionnelle qu'on entend. Et elle a même fait aussi des adaptations, comme Dessner, des adaptations de chansons traditionnelles. Elle n'a pas choisi un ensemble purement instrumental, elle s'est réservée pour elle-même au chant et un peu sur la corde. Ce cycle de 2 pièces s'appelle By and By, qui date de 2010. On va en écouter un extrait tout de suite de la seconde pièce, I'll Fly Away. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez peut-être cette chanson parce qu'elle a été utilisée dans la bande originale du film O Brother avec Joel Ethan Cohen, avec George Clooney et John Turturro. Ici, Carl Michel fait un arrangement, donc, alors, pour le coup, le chant est vraiment intact. C'est vraiment la chanson folk type. Par contre, la partie de sur la corde est hyper particulière. C'est-à-dire qu'en fait, dans tout le long de la pièce, elle ne va utiliser quasiment que des cordes avec des instruments à cordes. C'est-à-dire que pendant tout le long, on ne va entendre quasiment que, même pratiquement à 99%, que ces notes-là. Donnera évidemment avec cette chanson qui s'appelle I Fly Away, je vais m'envoler, je vais partir et je vais mourir aussi. Quelque chose de complètement improbable. Et personnellement, la première fois que j'ai découvert cette pièce, je me suis dit, mais pourquoi personne ne l'avait fait avant? Parce qu'il fallait vraiment le faire quelque part. Ça donne un résultat assez intriguant et quelque chose d'assez fascinant quelque part.
C'est vraiment intriguant comme musique, hein, de ces sonorités comme ça, de ces intervalles de quinte là, qui se superposent et qui créent quelque chose de complètement avec aucun début, aucune fin, et c'est vraiment le chant qui fait l'ascension. Il y a aussi un fort goût, alors j'ai marqué goût iconoclaste, mais un grand niveau d'humour dans la musique de Caroline Shaw. On l'entendait dans Entr'acte, hein. Évidemment, quand elle prend je sais pas, une mesure de Haydn et qu'elle le déforme avec des modes de jeu improbables, typés par la musique contemporaine. Elle a fait aussi des œuvres qui sont vraiment des sortes de blagues musicales. Alors notamment cette pièce qui a un titre quand même tout à fait particulier, Taxidermie, pour quatuor de percussion. Pourquoi un titre pareil? Et bien parce que c'est une commande d'un ensemble qui s'appelle So Percussion, un ensemble new-yorkais de percussion qui a commandé d'ailleurs une œuvre à Steve Reich, le Barlow Quartet. Et donc dans cette œuvre, Caroline Shaw utilise une formation un peu particulière. Elle utilise un marimba, donc une percussion à clavier, en bois, un vibraphone, percussion à clavier en métal, et le plus important, 2 sets de pots de fleurs. Donc vous avez face à face, comme dans les œuvres de Steve Reich, 2 vibraphones qui se font face. Là vous avez deux fois, je crois que c'est 4 ou 5 pots de fleurs. Et là où on rigole pas, c'est que les pots de fleurs sont vraiment accordés et qu'il y a des mélodies de pots de fleurs dans cette pièce. Et ce qui crée un truc complètement improbable. Et en fait, Caroline Shaw a écrit cette pièce, dans la note de programme, c'est assez amusant. Elle dit, alors j'avais conscience d'avoir écrit une pièce très bizarre. Du coup, je me suis dit que taxidermie c'était quand même super bizarre comme mot, donc j'ai vraiment appelé cette pièce taxidermie. Et tout à l'heure j'ai dit que le titre était important, mais pour le coup le titre est vraiment important aussi, là, parce qu'il met quand même dans l'ambiance de musique, mais qui frôle l'absurde. Qui frôle l'absurde, mais qui est quand même pas inintéressante, vous pourrez l'entendre, et où les mélodies de Pots de fleurs font quand même vraiment penser à du Steve Reich, par exemple. Et je voulais terminer, d'ailleurs c'est assez bien qu'on termine cette conférence par la musique de Caroline Shaw, qui peut faire entendre du coup encore un extrait de la partita, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une pièce qui brasse vraiment beaucoup d'influences, et ce qui fait vraiment la spécificité de son style à elle, c'est que c'est vraiment plus qu'un patchwork et plus qu'une collection comme un cabinet de curiosités musicales. C'est comme si justement toutes ces influences prenaient une deuxième vie et vraiment avaient une personnalité propre du coup à la sortie de leur transformation quelque part. C'est aussi d'une certaine manière le fort des musiques de Dessner et des musiques de Muley. C'est-à-dire qu'elles croisent, elles n'ont pas peur de brasser les styles, les influences, notamment avec la musique pop, hein, vous l'avez entendu dans l'extrait que je vous ai présenté du Planétarium avec Nico Muley, avec Sufjan Stevens. Ou dans les pièces, dans le Garcia Counterpoint de Dessner, qui est une sorte de rock minimaliste. Ces compositeurs, ces nouveaux minimalistes, enfin, en quelque sorte, s'extraient vraiment de cette cloison entre la musique savante et la musique populaire, sans renier sur l'un ou sur l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont quand même s'ils font de la pop à côté, ils vont quand même faire une musique élevée, une musique savante vraiment de bon niveau et une musique populaire de bon niveau aussi. C'est vraiment ça qu'on peut retenir en tout cas comme leçon principale et qu'on peut retenir plus spécifiquement de la partita de Caroline Shaw qui dans cet extrait, qui est un passage de la courante, le troisième mouvement, le mouvement le plus développé qui dure une dizaine de minutes,
qui est peut-être aussi le plus délirant, qui utilise plein d'effets vocaux vraiment complètement fous. Vous allez voir dans cet extrait où se mêle vraiment, on entend du Clément Jeannequin presque au début, avec le quatuor de femmes qui est très mis à l'honneur dans ce mouvement. C'est peut-être un des passages en plus les plus réussis à mon sens si vous écoutez toute la pièce. Vous pourrez vous faire un jugement, mais moi j'aime beaucoup ce passage qui justement sonne presque comme la musique de la Renaissance, mais en plus avec comme de la techno par-dessus. Assez fascinant. Voilà, je trouvais que c'était un bon extrait pour terminer cette conférence. Si vous avez quelques questions après, j'y répondrai bien volontiers. Et puis on aura une dizaine de minutes de musique live avec notamment une création française, donc vraiment un événement qu'on aura dans pas très longtemps. Mais avant ça, un extrait de la courante de la partita de Carlucci. Merci à vous de votre attention. Si jamais vous avez quelques questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire et surtout d'écouter, on a écouté beaucoup de musique ce soir. Des réactions, je ne sais pas. Merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question, j'ai pas retenu le nom de cette œuvre. Ok. J'ai pas retenu le nom de cette œuvre qui compose une toile blanche avec l'écriture de. Ça c'est la partita. C'est ça. D'accord. Cette pièce-là qui est composée. Alors je ne connais pas toutes les sources textuelles de cette pièce, en plus j'ai pas pu avoir accès à la partition. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu, que la majorité des textes de la partita, c'était en fait extrait comme ça des wall drawings de Saul Levitt, et ce qui renforçait en plus le côté œuvre-monde et qui vraiment embrasse tout, quoi. Merci. Musique. Bonsoir. Bonsoir. J'ai juste quelques vagues connaissances de musique minimaliste, mais ça m'évoque plutôt l'Angleterre et les États-Unis. Peut-être que j'ai une connaissance partielle de la chose. Ça ne me fait pas penser par exemple à la France, mais justement j'ai peut-être découvert des choses ce soir à ce sujet-là. Mais si tant est que en fait, la musique minimaliste venait vraiment d'Angleterre et des États-Unis, est-ce qu'il y aurait en fait quelles pourraient être des explications en fait, pour qu'il y ait eu un terreau dans ces pays-là plus que dans d'autres en fait? Bah, le côté anglais, je sais pas. Par contre, le côté américain, c'est sûr. C'est une musique qui vient vraiment des États-Unis. Et d'ailleurs, il n'y a pas de compositeur vraiment d'inspiration minimaliste. Enfin, il y a des compositeurs français, pas mal de compositeurs français maintenant se revendiquent de l'héritage minimaliste. Là, je pense à Carole Beffa, que nous connaissons, Pascal de Barreau, des gens comme ça. Mais c'est vraiment que aux États-Unis. Peut-être parce qu'ils ont un rapport aux musiques populaires aussi qui n'est pas le même que le nôtre. La grande musique des États-Unis, c'est pas la musique classique. Ils ont pas Bach, ils ont pas Mozart, ils ont pas Debussy, ils ont pas Ravel.
Par contre, ils ont Charlie Parker, ils ont John Coltrane, ils ont Duke Ellington, ils ont les grands jazzmen. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. C'est aussi aux États-Unis qu'est né le rock, donc c'est vraiment, je pense que c'est ce terreau de musique populaire en fait. C'est de là que ça vient. Et puis d'ailleurs, Steve Reich dans ses grandes influences, il cite dans les milliers d'interviews qu'il a données, il cite toujours 3 points, 3 choses qui ont fait qu'il est devenu compositeur. C'est le 5e concerto brandebourgeois de Bach, c'est le Sacre du printemps de Stravinsky, et c'est Bebop de Charlie Parker et Kenny Clarke. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir là-dedans, même si évidemment tous les compositeurs ne s'inspirent pas du jazz. Là, si je reste dans les grands pontes, Phil Glass, c'est plutôt la musique de l'Inde ou des musiques extra-européennes. Évidemment, les compositeurs européens s'inspirent de musique extra-européenne. Que serait la musique de Boulez sans les musiques de Gagaku, les musiques de cour japonaises. Enfin, il y a même des choses chez Boulez, c'est quasiment de la transcription d'enregistrement du musée de l'homme. Enfin, mais c'est pas le même rapport. En tout cas, globalement, les Américains ont vraiment la pop et vraiment la musique populaire dans le sang. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au effectivement musical. Donc on va commencer avec une courte pièce pour piano. En fait, je tenais vraiment à avoir une pièce un peu ancienne, enfin, d'un grand musicien minimaliste, en l'occurrence une pièce de Phil Glass, et une pièce d'un compositeur duquel j'ai parlé évidemment, parce que sinon c'est pas amusant. Là c'est la pièce de Nico Mueller. On va d'abord entendre le Phil Glass, parce que je vous ai dit tout à l'heure, Glass, le parrain de Nico Mueller, il a vraiment presque lancé dans le métier, et c'est vraiment un grand maître pour lui. On va écouter un extrait de la musique du film que Glass a écrit pour le film The Hours de Stephen Daldry. Ici dans une version pour piano seul. Si vous connaissez le film, quasiment toute la musique du film est écrite pour un piano et un orchestre à cordes, mais ici c'est une réduction pour piano qui a été d'ailleurs réalisée par Nico Mueller. C'est un des travaux du coup, un des travaux qu'il a fait pour Glass. Vous entendrez dans cette pièce une pièce tout à fait, je trouve, assez fascinante du point de vue de la complexité. C'est vraiment le langage harmonique notamment de Phil Glass a rarement été aussi dense, aussi vénéneux. Vous allez entendre des harmonies d'habitude. Glass, c'est toujours des accords extrêmement simples, des choses transparentes, comme ça, translucides. Mais là, on a quelque chose d'épais, de sombre, et qui fait directement référence aux musiques du passé. Phil Glass dit dans les interviews qu'il est le petit-fils de Fauré, et quelque part là, avec vous allez voir entendre un rythme de barcarolle très lent, très doux, comme ça, qui va planer au-dessus d'une mélodie dans le grave, et ce rythme de barcarolle, c'est la 14e barcarolle que Fauré n'aurait jamais écrite. Donc, je vous propose de l'entendre tout de suite, une pièce qui s'appelle The Poetat, qui ouvre le film The Hours, joué par Mélissa Flinois au piano.
va écouter une partition de Nico Muhly, donc de l'élève, presque le disciple de Phil Glass. Cette partition, elle s'appelle The Map of the World. C'est une courte mélodie pour soprano et piano, en hommage à William Shakespeare, qui utilise plusieurs textes, mais à la fin il termine par un extrait du 106e sonnet, où en fait Shakespeare écrit un poème d'amour, mais où il décrit il loue s'halluciner, mais par ses défauts, donc c'est un poème un peu aigre, et pour le coup, Nico Muhly, lui, ne retient que les paroles d'amour pour écrire une musique, vous allez voir, complètement diaphane, complètement éthérée, très tendre, et avec un côté presque pop par moment, mais une musique vraiment très belle. On sent une patte, en tout cas notamment si vous vous souvenez de tout à l'heure, on parlait un peu des harmonies de Muhly, on a vraiment une démonstration là-dedans. C'est une pièce qui a été donnée assez peu, je crois, parce que j'ai eu du mal à trouver de la documentation dessus. Donc en tout cas, c'est la première fois qu'elle est donnée en France, ici par Angèle Rose, soprano, et Mélissa Filmois, toujours au piano.